Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Je suis Koichi Makise, le directeur de la programmation de la MCJP. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce soir pour cette conférence traitant de l'époque moderne et des nouvelles mœurs dans le Tokyo de l'entre-deux-guerres. Cette conférence est en lien direct avec l'exposition Tokyo, naissance d'une ville moderne, estampe des années 1920-1930 du Edo Tokyo Museum, qui est présentée du 6 novembre 2024 au 1er février 2025 au sein de la MCJP. Cette exposition est consacrée à la ville de Tokyo dans les années 20 et 30, en mettant l'accent sur de nombreux changements survenus après le grand tremblement de terre du Kanto, qui dévaste la ville et accélère la modernisation de la ville lors de sa construction. Lors de la conférence d'ouverture de l'exposition, la commissaire d'exposition, Madame Koyama, nous a présenté très largement les nombreux artistes de Shinhanga, littéralement nouvelle estampe, et de Sosaku Hanga, estampe créative, ainsi que leur vision de Tokyo de l'époque. Aujourd'hui, nous allons aborder ces changements d'un point de vue sociologique en nous intéressant aux nouvelles pratiques du quotidien, notamment au consumérisme allant de pair avec l'implantation des grands magasins et des cafés à l'occidental. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Madame Sandra-Chal pour aborder ce sujet que je remercie tout particulièrement de s'être déplacée depuis l'Allemagne et pour se rejoindre à nous. Ouais. Ouais. Et Madame Chal, professeure à l'Université de Strasbourg, présentera donc les bouleversements sociaux induits par le séisme et s'attardera tout particulièrement sur les nouvelles mœurs et notamment sur l'image de la femme à l'époque moderne et sur la figure de la moga, autrement dit la garçonne japonaise. J'espère que cette conférence vous permettra d'en apprendre davantage sur la société de Tokyo de l'époque. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci. Et je donne à présent la parole à Madame Chal. Merci beaucoup à la MCJP pour son invitation et au premier chef, à son président, Monsieur Suzuki, et son directeur de la communication, de la programmation, pardon, Monsieur Makise. Je vais... Ah, il faudrait... Voilà. Je vais aujourd'hui essayer de vous faire un petit panorama qui va reprendre certains aspects que vous avez pu voir si vous avez eu la chance de voir cette très très belle exposition. Donc certains aspects du Modane, qui est une période assez courte au sein de la période moderne japonaise. J'y reviendrai. Et dans mon propos, ce panorama, il... va commencer par vous parler un petit peu de ce tremblement de terre qui va dévaster Tokyo en 1923 et qui va marquer une rupture avec le passé. Puisqu'il va accélérer notamment considérablement la modernisation de la ville et va induire des changements dans sa topographie culturelle. Par exemple, le Sakariba, un des quartiers des divertissements le plus célèbre d'avant, qui était Asakusa, sera détruit. Et le centre de la modernité et de la vie culturelle moderne va se déplacer autour notamment de Ginza. Puisque le séisme va surtout servir de catalyseur, facilitant l'introduction aussi en milieu urbain du moderne, le modernisme japonais. Et ce moderne, il a imprimé sa marque dans l'architecture, dans l'art, la littérature, etc. Mais il va surtout s'incarner dans une pensée et des pratiques nouvelles du quotidien, qui pour beaucoup s'inspireront de la culture de consommation américaine et du American Way of Life, donc le mode de vie un petit peu à l'américaine. Tout cela, ces nouvelles pratiques du quotidien, vont infuser la vie quotidienne
au premier chef de la classe moyenne émergente, mais plus largement aussi du Japon entier, puisque les médias de masse vont relayer tout cela. Et dans le cadre de cette conférence, donc je reviendrai sur le séisme, et puis je parlerai de celui qui a été au cœur d'une entreprise modernologique et dont l'équipe a signé ce type de dessin. Pourquoi ? Parce que cet architecte iconoclaste s'est efforcé d'archiver un monde en pleine reconfiguration juste après le séisme, ce monde moderne. Et puis, dans un troisième temps, puisqu'il a notamment archivé la reconfiguration du quartier de Ginza, qui va devenir le temple du Modan, eh bien, on va voir un petit peu quels enjeux une des grandes actrices de cette période moderne va poser. Et cette grande actrice de cette période-là, ce sera la femme, ou plutôt les femmes. Les femmes modernes au sens large, et la plus célèbre d'entre elles, la Moga, la garçonne, qui va représenter, donc, c'est le parti droit du dessin, l'antithèse de la bonne épouse et de la mère avisée, et qui va poser question. Mais d'abord, il faut savoir que le Japon, il va connaître une modernisation extrêmement rapide, puisqu'en 1867, le shogunat du Tokugawa tombe. Il va donner lieu à une restauration impériale en 1868, qui va marquer officiellement le commencement de l'histoire moderne japonaise, qui s'étendra jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Et à ce moment-là, à partir de 1868, le nouvel gouvernement se lance dans un ambitieux projet de modernisation du pays qui va puiser ses racines dans la prise de conscience du retard que le Japon avait pris par rapport aux grandes puissances occidentales du moment. Et le but sera de construire un État-nation, donc quelque chose de nouveau, éclairé, moderne et surtout capable de rivaliser économiquement et militairement avec ces nations modernes européennes. Et donc, le pouvoir en place va mettre en place des réformes de fond des institutions, une politique d'intégration sociale qui va se donner pour but de faire naître chez les Japonais un sentiment d'appartenance à une nation impériale. Et puis, il y aura aussi une vaste entreprise de développement économique et militaire qui va donner la priorité à l'industrialisation et à l'assimilation de techniques et de savoirs occidentaux. Alors, dans un premier temps, cette assimilation, elle se fera autour de techniques et de savoirs surtout européens, mais après la Première Guerre mondiale, là, l'Amérique viendra, les États-Unis viendront jouer un rôle plus fort. Et c'est ainsi qu'une économie capitaliste va se développer assez rapidement et va permettre au Japon, qui va bénéficier aussi d'une sorte d'effet d'aubaine à l'occasion de la Première Guerre mondiale et du boom économique qui va en résulter, puisque le Japon va produire des choses aussi pour ses alliés. Donc tout cela va permettre au Japon de se hisser au rang de puissance d'un niveau équivalent à celui de pays européens tels que la France ou l'Angleterre assez rapidement. En 1911, le Japon, c'est le premier exportateur mondial de soie grège, par exemple. C'est une grande nation textile. Et toutes ces transformations vont avoir un impact profond sur la société japonaise, puisque la demande croissante de main-d'œuvre industrielle va entraîner de fortes migrations de population des zones rurales vers les grands centres urbains, qui vont représenter alors la source principale d'emplois salariés, puisqu'il y aura un développement de l'emploi salarié également. Et ces migrations seront couplées à une poussée démographique, vont provoquer une expansion sans précédent des villes. En 1920, pratiquement 1/5 des Japonais est déjà citadin. Et Tokyo va voir très vite sa population doubler en quelques décennies. En 1920, Tokyo compte 3 millions, un peu plus de 3,5 millions d'habitants. Tout cela va donner lieu au développement de nouveaux emplois dans les services et les administrations, pas que dans les usines. Et cela va donner naissance
à un développement d'une nouvelle classe sociale qu'on va baptiser la nouvelle classe moyenne, dont le symbole sera le col blanc, le salariman. Et cette nouvelle classe moyenne, elle ne représentait encore que 4% de la population en 1915, mais elle va gonfler. En 1925, on était à peu près autour de 12%. Alors, le Japon va continuer sa modernisation. Le niveau de vie du japonais moyen va augmenter, sensiblement encore dans la décennie, dans les années 20, et va se développer une économie autour de la culture de la consommation, puisque les biens matériels et la culture urbaine en plein développement vont se développer plus avant et ne seront plus uniquement, pour certaines choses, du moins accessibles aux riches. On va entrer peu à peu dans l'ère de la production de masse, de la consommation de masse, et l'occidentalisation de certains pans de la société va commencer à toucher le mode de vie du japonais moyen. Mais, catastrophe, le 1er septembre 1923, puisque ce grand tremblement de terre du Kanto va toucher la région autour de Tokyo, un séisme de magnitude de 7,9 sur l'échelle de Richter, qui va frapper durement la ville de Tokyo et Yokohama, notamment aussi, ville voisine. Si on prend seulement à Tokyo, il y avait 15 arrondissements à cette époque-là et 6 vont être presque entièrement détruits par les secousses et les incendies qui vont ravager la capitale pendant plusieurs jours. On estime que dans les un petit peu plus de 105 000 personnes vont y perdre la vie. 550 000 foyers sur 2,3 millions vont voir leur habitation entièrement détruite. Et les quartiers populaires situés au nord-est, la ville basse, Shitamachi, mais aussi d'autres quartiers, vont vraiment payer le prix fort du désastre. Et c'est ainsi que Asakusa, le quartier de divertissement où il y avait des théâtres, des cinémas, et cette célèbre tour, le Ryōnkaku que vous voyez à l'image, ce quartier va être détruit à 98%. Paul Claudel, le célèbre dramaturge, était alors ambassadeur de France en poste à Tokyo et il va remarquer, il va laisser des écrits puisqu'il était à Tokyo à ce moment-là et il va expliquer combien cette catastrophe va sonner le glas d'un ancien temps qui prenait sa source à l'époque d'Edo, qui était centré autour du monde des marchands, des artisans et de leur quartier de plaisir. Ce monde-là, il va grandement partir en fumée. Je cite une correspondance diplomatique signée par un extrait signé par Claudel. C'est le vieux Japon qui disparaît d'un seul coup pour faire place à l'avenir. Et dans ce monde de baraques que vous voyez ici à droite, devant le palais impérial par exemple, eh bien, paysage de ruines, de baraques, vous avez un homme qui va proposer au croisement de son expérience personnelle une réflexion originale sur les dynamiques socio-historiques à l'œuvre après ce séisme. Et cet homme-là, c'est Konwajiro, qui était un architecte de formation, diplômé de l'école des beaux-arts de Tokyo, professeur à l'université Waseda, qui était un spécialiste de l'habitat vernaculaire, le minka, qu'on trouvait dans les zones rurales qu'on trouvait dans les zones rurales japonaises et qu'il avait étudié aux côtés du père des études folkloriques japonaises qui s'appelait Yanagita Kunio. Et Konwajiro, voilà le type de travaux qu'il avait pu réaliser. Ce sont des croquis d'habitat vernaculaire. Et au vu de la catastrophe qui ravage le Kanto, il va abandonner le travail qu'il faisait aux côtés de Yanagita Kunio, qui lui en tiendra un petit peu rigueur, semble-t-il. Il va venir à Tokyo et il va être mu désormais par le souci d'initier un projet
scientifique, ou plutôt d'inventer même une science nouvelle qu'il va appeler la modernologie. Et son but sera de restituer, d'archiver un monde qui était en pleine reconstruction et en pleine reconfiguration à partir des ruines. Et ce qui l'intéressait, c'était la force de vie qui se dégageait de ceux qui avaient perdu leur toit et qui improvisaient la construction d'habitations de fortune, des baraques. Ce qui fait que Tokyo était une mer de cabanes, comme l'écrit Claudel. Avec son acolyte qui s'appelait Yoshida Kenkichi, Konwajiro va se mettre à arpenter sans relâche la ville pour documenter de manière la plus précise possible ces formes d'habitat précaire dans un premier sens. Donc lui et Kenkichi, qui était lui aussi un diplômé de l'école des beaux-arts de Tokyo, qui était graphiste, créateur de décors de théâtre, eh bien tous les deux vont photographier, croquer sans relâche, avec précision, les baraques, leurs dimensions, les types de matériaux utilisés pour les ériger. Et très vite, ils vont trouver que cela ne suffisait pas dans cet océan de malheur. Ils vont décider de se montrer plus actifs et plus créatifs et vont développer une activité de peinture de façade de baraques. Ils vont fonder en décembre 1923, donc le mois du séisme, la société d'ornementation des baraques, Barak Soushokusha. Ils vont s'adjoindre l'aide d'amis qui étaient des artistes de la société des Flèches, Sentosha, qui s'était constituée en 1920, ou alors de membres d'un groupe avant-gardiste qui s'appelait le groupe Action, qui avait été fondé en 1922. Et donc le but de ces personnes-là était de manière commune de faire descendre l'art, je cite, de l'atelier à la rue. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils essayaient de soulager un peu les esprits des Tokyoïtes en proposant à ceux qui le désiraient de décorer leur baraque contre financement uniquement de la peinture, du matériel qui leur était nécessaire. Alors, cette société d'ornementation des baraques ne va pas avoir une longue vie, elle va prendre fin. Elle va mourir en juin 1924. Pourquoi ? Parce que la reconstruction de la ville va avancer, les baraques vont peu à peu disparaître. En tout, il n'aurait décoré qu'à peu près 10 bâtisses. Mais vous en avez un exemple ici, on ne voit pas très très bien. C'est le café La Licorne, le café Kirin, qui se trouvait dans Ginza, avec une enseigne qui représentait des deux monstrueuses licornes à la gueule grande ouverte, qui étaient inspirées par la mythologie chinoise. Et puis vous avez aussi les décorations à l'intérieur de ce café, qui ont été signées par cette société d'ornementation des baraques. Mais surtout, cette tâche inaugurale de Konwajiro et de ses acolytes, notamment Yoshida Kenkichi, de documentation des formes d'habitat précaires dans ce Tokyo d'après le séisme, sera déterminant pour l'orientation que Konwajiro va donner ensuite à son travail et à sa réflexion, puisque cela va ouvrir à cet insatisfait de la méthode prônée par les folkloristes, qui consistait en quoi ? À collecter les survivances et les traditions rurales du passé. Lui s'est dit qu'il avait envie plutôt de défricher un champ d'investigation nouveau, celui des coutumes et des mœurs, Fuzoku, de ses contemporains et pas du passé, qu'aucun chercheur n'avait, selon lui, encore pris la peine d'étudier. Et il va voir dans ces baraques et dans ce Tokyo qui est en train de, tant bien que mal, se reconstruire, un terrain et une occasion unique de documenter un processus de reconstruction de cette société urbaine tokyoïte revenue à cause du séisme à un état, je cite, primitif. À une espèce de vie ordinaire primitive induite par un changement drastique, le séisme. Et donc, lui et
Kenkichi, Yoshida Kenkichi, vont mettre en place une méthode d'investigation qui, là encore, sera centrée sur l'observation non participante et la collecte d'informations, sans qu'il y ait échange avec les gens qu'ils vont croiser. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont observer, enregistrer différents objets d'études qu'ils vont se choisir et ils vont les décrire de manière rédigée ou sous la forme de croquis ou sous la forme de statistiques. Et ça va prendre la forme notamment de cela. Alors vous voyez là-dessus des statistiques. Vous voyez là des croquis de serveuses de café. Voilà. Ils vont s'adjoindre là encore l'aide de renforts, des amis, artistes, des journalistes, amis, mais aussi une vendeuse de grands magasins et même un soldat qui va les aider. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Par exemple, si je prends cet exemple-là, ils vont se poster dans une rue à Ginza, sur l'avenue principale par exemple. Ils vont choisir des tranches de 20 minutes et ils vont se dire, tiens, moi aujourd'hui, je vais étudier les déambulations des passants qui flânent à Ginza. Flâner à Ginza, Gimbura, c'était une très très grande occupation des modernes. Tout le monde pouvait le faire, la moga, la garçonne pouvait le faire, mais aussi les gens les plus pauvres. Donc on pouvait profiter du modernisme qui se développera peu à peu avec la reconstruction, même quand on était pauvre, en faisant du lèche-vitrine devant les grands magasins. Et donc eux vont par exemple étudier, se poster pour voir quelles étaient les coiffures des gens qui passaient, les habillements, les habits de ceux qui passaient. Et c'est très intéressant pour des sociologues et historiens comme moi, puisque ça me permet de savoir et de comprendre notamment que la garçonne japonaise, elle n'était pas si... Il n'y en a pas eu beaucoup. On l'a beaucoup vue, j'y reviendrai, mais il n'y en a pas eu beaucoup dans les faits probablement. Mais son image était partout. Bref. Et vous avez un exemple ici donc de ces travaux d'enregistrement, de compilation qu'ont fait les équipes de Kon Wajiro. Et Kon Wajiro va ensuite s'atteler à la rédaction d'une espèce de texte manifeste, puisqu'il voulait ambitionner de fonder une science nouvelle. Et il va essayer, ce texte manifeste, de le nourrir d'un fondement théorique modeste, mais fondement théorique quand même, de sorte à donner à cette nouvelle science une espèce de statut académique susceptible de lui donner à la fois et du sens et de la postérité. Et cette réflexion sur les possibilités de capter le présent immédiat et les subtiles transformations des pratiques du quotidien des modernes, des modan, plus exactement, les modernes japonais, sera publiée en 1930 sous le titre de « Qu'est-ce que la modernologie ?» Kogengaku to wa nanika, dans un ouvrage qu'il va coéditer avec Yoshida Kenkichi qui s'appelait Modernologio. Et Modernologio sera un best-seller sitôt publié. Voilà. Alors, il faut peut-être que je vous explique pourquoi il en est venu à inventer ce terme de modernologie ou kogengaku ou parfois aussi kokongaku. Alors, il y a 3 termes qu'on peut trouver. Les 2 plus célèbres, c'est archéologie du présent, kogengaku, et le deuxième, c'est modernologio. Mais vous en avez un 3e que les comparses vont parfois utiliser, qui est kokongaku, qu'on pourrait traduire par synchronologie. Alors l'idée, c'était d'en faire une science qui considère, qui étudie le contemporain, ce qui est figuré par le caractère, je ne sais pas si vous voyez ma souris, voilà, ça veut dire le contemporain. Et ça s'oppose au terme kokogaku, archéologie, qui est l'étude, en fait, du passé, des savoirs et de l'étude de ce qui est ancien. Donc ils vont, d'une part, je fais très vite sur leur fondement théorique, essayer de créer une archéologie du présent. Et puis, dans le même temps, c'était une science, l'archéologie, qui était
récente aussi, puisqu'elle avait été fondée par le naturaliste et le médecin allemand Philipp Franz von Siebold, qui a d'ailleurs séjourné au Japon dans les années 1820. Et ils vont aussi prendre le parti parfois d'utiliser un terme en espéranto, peut-être pour donner un petit peu plus de crédit international à cette nouvelle science. Toujours est-il que ils vont faire certains travaux. Là, vous avez d'autres exemples dans d'autres quartiers. Là, vous avez des croquis sur des habitations de banlieue de la ville de Tokyo, ou alors de quartiers un petit peu plus dans la vieille ville, qui sont des quartiers de nécessiteux, où ils vont croquer des gens qui dorment, ou voilà, ils vont croquer toutes sortes de choses et faire des statistiques sur toutes sortes de choses. Le problème, c'est que malheureusement pour nous, Kohn, tout comme d'ailleurs Yoshida, vont perdre peu à peu de leur fougue pour leur travail modernologique. Et si Kohn Wajiro ne va jamais abandonner complètement cette approche, il va très vite diversifier ses sources d'approche, d'intérêt, ce qui va le conduire à aborder des horizons autres, comme par exemple l'économie domestique, le design industriel, ou plus tardivement l'histoire comparative du vêtement japonais. Mais des dessins de ce type permettent à des gens comme vous, à des chercheurs comme moi, de un peu mieux connaître certains aspects du moderne. Et c'est une chose assez précieuse, je dois dire. Et maintenant, faut-il que je vous explique de quoi on parle quand on parle de modernisme japonais et de vie moderne. Dans Tokyo, qui renaissait de ses cendres après le séisme, il y a vraiment eu un avant et un après, et notamment dans Ginza, vous voyez des photographies de l'exposition ici, qui renaissait de ses cendres, qui était doté de nouvelles infrastructures, de bâtiments dernier cri, eh bien va flotter à peu, avec la reconstruction, l'esprit d'une nouvelle époque. Parce que ce séisme, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va servir de catalyseur qui va faciliter l'introduction dans le milieu urbain de la capitale de nouvelles pratiques du quotidien que les gens d'alors, les intellectuels d'alors, vont souvent décrire comme étant à la pointe, sentanteki. Ces pratiques, elles s'inspiraient beaucoup du modernisme et de la culture de consommation de masse américain que j'évoquais tout à l'heure. Et pourquoi ? Parce que la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, va changer la donne mondiale en touchant en son cœur le pouvoir politique et économique de l'Europe qui dominait jusque-là. Donc, cette guerre va permettre l'émergence, comme vous le savez, d'une nouvelle grande puissance, les États-Unis, dont le rayonnement profond va se manifester un petit peu partout dans le monde, dans la sphère socio-culturelle également. Et ça, grâce à quoi ? Eh bien, grâce au concours d'une industrie de production de masse, le taylorisme, le fordisme, mais aussi de relais médiatiques extrêmement puissants et influents, au premier chef desquels, eh bien, le cinéma, Hollywood, qui va vendre le rêve américain. Et les Japonais, ils vont se précipiter au cinéma, qui ne coûtait pas cher. Même une pauvre ouvrière en usine pouvait se payer une séance de cinéma, de temps en temps. Et donc, c'est ainsi que le modernisme américain, une culture 100% capitaliste, si j'en crois un historien de l'art de l'époque qui s'appelait Ando Kosei, va déferler sur Tokyo et sur Ginza au premier chef, et sur les autres centres urbains du pays aussi. Ando, que j'évoquais à l'instant, cet historien de l'art, constate en 1931, je cite, « C'est l'américanisme qui domine le Ginza actuel. D'abord, voyez ces piétons sur les trottoirs. Leur tenue et leur allure empruntent tout au film américain. Aujourd'hui, la majorité des restaurants à Ginza ne servent pas
de repas français, mais des lunchs à l'américaine, avec de l'eau en lieu et place du vin. La musique qui résonne dans les cafés est le jazz. Alors comment est-ce qu'on définit cette période moderne et cet esprit, cette vie moderne? Eh bien, il faut aller chercher du côté d'un de ses plus grands spécialistes, qui est l'historien Minami Hiroshi, qui définit le modernisme japonais, ou modernisme, comme une pensée et des mœurs originales, fortement imprégnées par la culture occidentale, et surtout américaine, en vogue pendant environ presque 15 ans, entre la seconde moitié des années 20 jusqu'au milieu des années 30. Et la marque de cette pensée et de ces mœurs, elle va se faire sentir dans l'ensemble de la société, pas seulement à Ginza. Dans des domaines aussi vastes que les beaux-arts, les arts visuels, l'architecture, la littérature, la philosophie, l'économie, mais leurs aspects les plus éclatants, comme pour reprendre les mots d'Ando Kōsei, vont se manifester avant tout dans les pratiques du quotidien au sein des grands centres urbains et de leurs sakarima, donc ces quartiers de divertissement, ces quartiers animés à la mode, au premier rang desquels figurait Ginza. Et ces aspects du moderne vont se déployer même plus particulièrement si on suit un sociologue contemporain de cette époque moderne qui s'appelait Gonda Yasunosuke. Gonda Yasunosuke, c'est le premier à avoir étudié, il a signé une énorme monographie, le 7e art, le cinéma et les divertissements populaires, les Minshu Goraku, au Japon. Et d'après Gonda Yasunosuke, le cœur de la vie moderne, elle a lieu dans la rue. Je cite, « La vie moderne a lieu dans la rue, c'est une vie de boulevard, de Strasse, et les cafés, les bars, les restaurants, les cinémas ou encore les salles de danse en sont tous le siège en tant qu'extension de la rue, de forme de la rue. » Et ces extensions de la rue, elles vont compter parmi elles les grands magasins, mais aussi ces cafés qu'on évoquait à l'instant, les dancing, là je reprends certaines photos de l'exposition, mais aussi des photos comme celle que vous voyez du Ginza Palace, qui était un célèbre café de l'époque. Hein, ces cafés qui avaient poussé tels des pousses de bambou après la pluie, hein, disait Tanizaki Junichiro, le célèbre romancier. Et vous voyez le modernisme ici, hein, à l'intérieur de ces cafés ou des cabarets. Et tous ces endroits à la mode symbolisaient l'avènement d'une vie moderne. Moderne seikatsu. Alors ce summum de la nouveauté, cette vie moderne, elle était avant tout appréciée, goûtée et consommée par ceux qui formaient cette nouvelle classe moyenne urbaine que j'évoquais tout à l'heure, dont le col blanc était le salaryman, le salarié japonais, homme. Mais si on en croit l'historien Harry Haretunian, ce n'était pas le salaryman. Plus que le salaryman, c'était la femme qui était, je cite, le véritable autre de la modernité. Pourquoi ? Parce que dans la société japonaise, déjà à partir des années 1910, eh bien, la question de la femme, Josei Mondai, va polariser l'attention des intellectuels, de journalistes, d'essayistes, de pédagogues, d'écrivains, etc., etc. Et cette femme, elle va polariser l'attention de ces intellectuels, notamment dans la relation très étroite qu'elle va entretenir avec le concept de modernité et puis aussi avec la construction d'un État-nation moderne. Pourquoi ? Parce que l'avènement de la société industrielle va avoir pour corollaire un accroissement de la visibilité des femmes dans le monde urbain et dans l'espace public plus généralement parlant. Pourquoi ? Parce que vont se créer de nouvelles opportunités d'emploi salariés pour les femmes, à commencer par l'ouvrière en usine. Le Japon, le fer de lance de l'industrialisation, ce sera, comme ailleurs, l'industrie textile.
Et dans les filatures de soie et dans les filatures de coton, le gros de la main-d'œuvre, à plus de 80% souvent, c'était des femmes. Et puis, avec le développement du tertiaire, donc d'emploi dans les bureaux, dans les administrations, dans des entreprises privées, vont se développer aussi de nouvelles opportunités d'emploi salarié pour des femmes un petit peu plus éduquées, issues de cette nouvelle classe moyenne, qui deviendront pour la plupart des femmes de salariman. Et donc, ces femmes, elles vont devenir de plus en plus visibles. Et elles vont d'autant plus devenir visibles que cela se fera dans le contexte de développement d'une industrie médiatique de masse qui va exploser, notamment après la Première Guerre mondiale. Et donc, cette visibilité accrue de la femme dans l'espace public, elle va s'accompagner aussi d'une surreprésentation de l'image de la femme, d'une iconisation même de nouvelles formes de féminité moderne. Une féminité moderne qui sera de plus en plus influencée par les États-Unis. On va trouver, par exemple, de plus en plus de femmes dans la photographie de mode, par exemple, avec un mannequin, la Mannequin Girl. Il faut savoir que les mannequins que l'on trouvait aussi dans les vitrines des grands magasins, au départ, ce seront des mannequins faits de chair et d'os. On va les remplacer ensuite rapidement par des mannequins ningyo, des poupées, mais voilà. Par la moga, qui pouvait aussi parfois revêtir un kimono, mais avec des motifs art déco, art nouveau, un petit peu plus moderne, qui pouvait être aussi une office girl, une travailleuse à col blanc, mais aussi des serveuses de café. Donc cette femme moderne, vous l'aurez compris, on va la trouver un petit peu partout. Là, je vous ai donné des exemples de la moga, de cette garçonne japonaise. Elle était loin d'être une, finalement. C'était une image un petit peu composite de cette femme moderne qui formait une espèce de continuum qui allait de la femme de salariman qui, dans l'idéal, devait être une bonne épouse et mère avisée, mais qui lisait les magazines dans lesquels vous voyez des publicités de ce type, y compris pour de la sauce soja Kikkoman, où on a le motif de la moga partout. Le consommateur au Japon, c'était avant tout une consommatrice. Donc la publicité va se servir de ce ressort extrêmement puissant qu'était la garçonne japonaise, la moga, pour vendre du rouge à lèvres, de la crème de beauté et même de la sauce soja à la ménagère japonaise. Et parmi donc ces femmes émancipées, vous allez avoir aussi, et certaines pouvaient aussi être dans le même temps des mogas, puisqu'on n'a pas défini de manière tout à fait claire qui était la moga. Vous pouviez avoir aussi des actrices de cinéma à la mode, des serveuses de café qui, pour certaines, avaient l'allure de moga, des mannequins, etc., etc. Et parfois, certaines femmes, col blanc. Alors, il faut que je vous explique aussi que la moga, elle, n'était pas un phénomène qui était purement japonais, c'était un phénomène transnational qu'on va trouver dans les grandes métropoles du monde, y compris même en Afrique du Sud, à Shanghai, à Paris, à Berlin, et j'en passe, en Inde même. Donc ce sera un phénomène culturel transnational qui, partout, et au Japon, il en ira de même, va devenir une icône médiatique qui sera vraiment le symbole d'un choc des cultures et des valeurs liées à l'avènement du modernisme japonais. Là, je reviens dans le cas japonais, dans les mœurs. Et comme elle deviendra l'icône du moderne, au Japon également, eh bien au Japon, comme
partout ailleurs, elle va susciter de très âpres débats et critiques en raison de son apparence, de son mode de vie, qui était très différent de la bonne épouse et mère avisée. On décrivait son apparence et son mode de vie comme étant libre, émancipé, avant-gardiste et surtout sexuellement provocateur. Ce sera la femme fatale. Raison pour laquelle, évidemment, et je reviens à la question de la femme, eh bien, cette nouvelle figure émancipée, à rebours de la bonne épouse et mère avisée, qui sera l'idéal féminin promu par les élites gouvernementales de cette époque-là, eh bien, elle va susciter des commentaires, énormément de commentaires, des écrits, des critiques. Dans ce contexte-là, évidemment, même si elle était un épiphénomène, critique il y aura, commentaires il y aura, dessins, caricatures, il y aura aussi beaucoup. Le caractère novateur, singulier de la Moga, d'abord, il va s'exprimer dans son apparence physique anticonformiste et provocatrice. Elle portait des cheveux courts qui constituaient un de ses traits distinctifs. Alors, à la fin de l'ère Taisho, dans le début des années 1920, des pionnières vont adopter le style Mimikakushi. Mimikakushi, c'est ce que j'ai traduit par le cache-oreille, qui étaient des cheveux légèrement ondulés, au fer à friser et relevés pour arriver jusqu'au bas des oreilles. Et vous avez un célèbre caricaturiste qui va caricaturer cette dernière mode, parce que la Moga était un baudet de la mode, une esclave de la mode, disait-on. Et il va commenter cette mode du cache-oreille par le commentaire suivant. Les cheveux coiffés en chignon à l'européenne, abaissés au point de dissimuler les oreilles, sont à la mode. Lors de conversations confidentielles, on soulève ceux situés au niveau de la tempe, dévoilant une oreille de vilaine forme, pour dire « Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur cette histoire ?» Alors après, la mode capillaire va évoluer, on va plutôt aller sur des cheveux coupés courts, à la garçonne. C'est ce qu'on appelle les danpatsu en japonais. Et là, ce sera plus que scandaleux. La parure féminine, les cheveux, étaient un symbole. Et on ne pouvait pas couper impunément ce symbole-là. Celles qui se coupaient les cheveux courts, évidemment, tranchaient, voire choquaient, tout en fascinant. Et le grand modèle de la plupart des jeunes femmes qui vont devenir des mogas, ce seront évidemment les actrices américaines, hollywoodiennes en vogue à l'époque. Donc, comme celles que vous voyez à l'écran, Swanson, Negri et Clara Bow. Et on va retrouver dans la tenue de la moga japonaise la coupe qui sera toujours présente, ses cheveux coupés courts, ondulés ou pas, la permanente va faire son apparition. Et puis surtout, la robe ou la jupe qui va dévoiler les jambes jusqu'au-dessus des genoux. Et ça, ce sera un scandale pour certains. Donc, une tenue, des chaussures aussi en cuir. Et plus le kimono avec les tabi. Donc les socs de bois et les chaussettes adaptées. Voilà. Alors, j'y reviendrai, certaines mogas vont porter le kimono aussi. Évidemment, cette piquée de mode, là encore, sera raillée par exemple, Asada Hisao, qui va nous dépeindre le rêve d'une jeune villageoise que vous voyez à gauche, et qui va essayer d'imiter la moga qu'on trouve à droite. Sauf que, n'ayant pas les moyens de devenir une moga,
elle va utiliser une passoire qui servait généralement à diluer la pâte de miso, pour faire la soupe faite à partir de sojan fermenté dans l'eau chaude, à la place d'un chapeau, un essuie-main comme foulard, un sous-vêtement japonais comme chemisier, un pagne comme jupe, un énorme champignon à la place d'une ombrelle et par exemple 2 radis blancs qu'on voit devant ses jambes qui sont censés donner l'illusion qu'elle a des jambes fines et sveltes. Le kimono, j'y reviens. Parce que toutes les mogas ne prenaient pas toujours le parti de se vêtir à l'occidental. Elles portaient des kimonos, notamment des kimonos modan, qui étaient faits en meisen. C'est une technique peu chère, qui sera très en vogue à cette époque-là, qui portait la patte, ces kimonos-là, d'une influence occidentale. On va trouver la patte de l'art nouveau, de l'art déco. Mais la mode au niveau des mogas ne va pas s'arrêter là, c'est-à-dire qu'au lieu de porter la ceinture, le obi, à l'endroit classique, certaines vont le porter plus haut que d'ordinaire au niveau de la poitrine. Et donc, vous avez la progression de l'obi qui raille cette mode. On voit que l'obi, il se transforme et que peut-être, d'ici quelques décennies, il s'élèvera tellement que ces jeunes femmes-là s'en serviront comme étole ou alors comme chapeau. Mais un autre motif qu'on va beaucoup trouver, c'est celui d'une fille légère et futile. Cette frivolité, cette légèreté de la moga, elle sera raillée par les caricaturistes parce que dans les critiques faites à la moga, on va mettre en avant ces préoccupations futiles, ces occupations uniquement divertissantes, ne nécessitant aucun effort, accessibles immédiatement. Et cela va se voir dans la caricature de mœurs de l'époque. Vous avez ici une œuvre de Shimura Kazuo qui s'appelle La pose cigarette d'une moga. Alors lui appartenait probablement à la mouvance prolétarienne, ce caricaturiste, ce qui, on comprend mieux cette critique de la bourgeoise consommatrice et futile qu'il va faire. Et il va dénoncer cela en voyant cette moga au trait grossier qui est assise nonchalamment dans un fauteuil, qui réfléchit tout en allumant une cigarette, parce que la moga fumait, ce qui n'était pas, à cette époque-là, très bien vu pour une femme. Et dans les contenus de ses pensées qui s'affichent en haut, on voit bien que la moga ses pensées étaient tournées uniquement autour du cinéma, la danse occidentale, un rendez-vous galant, une flânerie à Ginza, une partie de mahjong, un patron, c'est-à-dire un homme susceptible de l'entretenir moyennant faveur. Et tout cela, donc, résumerait qui était alors la moga. Vous avez un autre caricaturiste qui s'appelle Fujiyama Tempo, qui lui aussi va critiquer la moga dans une veine un petit peu similaire, puisqu'on voit en haut de la caricature une moga qui est au théâtre et qui pleure quand elle voit représenter sur scène une vieille femme en train de mendier dans la rue. Mais on voit la même, en bas, qui flâne dans Ginza, dans une tenue un peu transparente, qui fume, et elle passe devant une vieille femme mendiante et un enfant, avec une insouciance absolue. Donc là, on caricature la nature bourgeoise et superficielle de cette femme. Ce qu'on va trouver également beaucoup, c'est l'idée d'une fille qui va inverser les attributs et les rôles genrés. Et ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup trouver dans les caricatures de cette époque-là. Vous avez un exemple ici, une caricature signée Hosokibara Seiki, qui pose d'emblée la chose dans le titre, homme, femme.
Alors vous la voyez en haut, notamment, aux côtés d'un mobo, donc c'était le pendant de la moga, une espèce de dandy écervelé, frivole, consumériste, qui a peu fait parler de lui. Il était un homme, il intéressait moins, il provoquait moins le scandale qu'une femme aussi libre, libérée. Et on voit une inversion assez claire des rôles, puisque elle, par exemple, porte très très court, porte des cheveux très très courts, tandis que lui, il a une allure un tout petit peu plus efféminée et presque de minet, avec un gros nœud en soie autour du cou. Voilà. Vous avez un autre exemple de Ono Saseo, qui va dépeindre dans une espèce de petite BD en 4 images. On appelait d'ailleurs aussi à cette époque-là la caricature de mœurs le manga, pour votre gouverne, hein, pas le manga d'aujourd'hui. Donc vous avez Ono Saseo qui, dans Ne sous-estimez pas les femmes, dépeint une moga en kimono qui se fait molester par 2 malfrats. Bien mal leur en a pris, puisqu'elle leur règle leur affaire. Hein, forte femme. Vous avez une autre caricature, comme celle de droite, c'est un détail qui ne permet pas de comprendre ici en quoi c'est une forte femme, mais la légende explique en fait que le serpent, ici la moga, se sent déjà l'envie de gober les hommes. Hein. Ça s'appelle la formation de la moga, qui d'ailleurs est attablée probablement dans un café. Et ce café, tout comme les dancings, les bars, étaient des lieux qui n'étaient pas considérés comme étant fréquentables, en tout cas par une femme de la bonne société, qui se voulait correcte. En tout cas, pas pour une jeune fille de bonne famille. Hein. Alors que la moga et le mobo fréquentaient tous les deux assidément ces lieux, qui étaient des lieux où l'influence occidentale aussi était prégnante. Hein. Alors il faut savoir que le café, j'y reviens, était un lieu spécial qui n'avait rien à voir avec le café parisien. Les premiers cafés japonais vont prendre les cafés parisiens pour modèle, mais très vite, dans l'entre-deux-guerres au Japon, ces cafés vont se transformer en des lieux où le personnage principal, outre les clients comme le mobo et la moga, le personnage principal sera la serveuse de café. Et cette serveuse de café, elle deviendra une séductrice professionnelle dont le service va se caractériser pas uniquement par le fait de servir de l'alcool occidental, hein, parce que c'était une des marques de fabrique des cafés. On y servait non pas du café, mais des alcools et des petits plats occidentaux, hein, donc c'était la vie moderne. Mais ce service aussi de la serveuse de café était spécial, puisqu'elle était payée au pourboire et que elle va commencer de plus en plus à s'asseoir aux côtés de ses clients hommes et moyennant un jeu de séduction et parfois jusqu'à des attouchements, eh bien, elle va monnayer un érotisme et des faveurs qui va lui permettre d'arrondir ses fins de mois. Vous comprendrez pourquoi une jeune fille de bonne famille n'était pas censée aller au café dans ce contexte, par exemple. Et donc cette moga, on va la retrouver au café, sous les traits d'une serveuse, parce que la serveuse aussi, parfois, va non plus s'habiller en kimono, mais va prendre pour appâter encore mieux le client et le faire payer, lui donner des pourboires. Eh bien, elle va, dans certains cas, dans certains cafés, se transformer en moga. Donc on va avoir on va voir s'entremêler la moga et la serveuse de café aussi dans certains cas, même si la serveuse de café n'était pas toujours riche. Hein, il y avait des cafés extrêmement huppés où l'on pouvait gagner
extrêmement bien sa vie en tant que serveuse et donc avoir le mode de vie du Moga, mais tous les cafés n'étaient pas huppés. Donc il y avait une différence. Voilà. Vous comprendrez bien qu'après tout ce que je viens de vous expliquer, eh bien, on va beaucoup trouver aussi dans la caricature de mœurs de cette époque, figurant la Moga, l'image d'une femme impudique à la sexualité non seulement libre, elle va enchaîner les hommes, c'est ce qu'on disait, mais à la sexualité aussi complètement débridée. Alors que le modèle, évidemment, c'était peut-être, quand on était une fille de la classe moyenne, de travailler comme col blanc pendant quelques années, mais ensuite de se trouver un bon mari, de se marier et d'arrêter de travailler. La Moga, vous l'aurez compris, ne rentrait pas dans ce modèle. C'est ce type de motif qu'on voit dans cette caricature de Sumi Meiji, qui s'appelle « Attends un peu ». Donc on voit un mobo et une Moga en promenade, et la Moga qui fait son lacet d'une manière plus qu'impudique, puisqu'on voit ici le haut de ses bas de soie, et que les jambes sont clairement visibles. Donc ce motif de la femme impudique, il est extrêmement récurrent dans la caricature de mœurs, la figurant à cette époque-là. On retrouve aussi l'image du dandy. Voilà. On va trouver cette image de femme séductrice à la sexualité débridée dans beaucoup d'autres caricatures de mœurs. L'image de la femme fatale qui fait tourner les hommes en bourrique, qui s'en sert comme de vulgaires objets qu'elle manipule à sa guise. Et là, évidemment, on a aussi une inversion des rôles genrés. Ça n'est plus la femme qui est l'objet, mais la Moga qui traite, au contraire, les hommes en objet. Et donc, comme on le voit ici dans celle de gauche, la caricature de Kitamura Kazuo, vous avez une femme qui joue de ces hommes qui sont pour elle des objets sexuels tout au plus, avec qu'elle consomme sans vergogne, avec donc cette Moga aussi à droite, une caricature encore d'Ono Saseo, où on la voit lascive, le regard séducteur qui fume, cette bouche rouge, parce que la Moga était maquillée de manière assez voyante, voire outrageuse. Elle n'avait rien de la femme discrète, ce qu'on attendait du modèle féminin de l'époque, pour se jouer des hommes. Et ce faisant, elle pouvait aussi devenir une menace, peut-être, pour la famille. C'est ce que nous explique ici Ono Saseo dans cette caricature, où on voit une Moga qui est briseuse de ménage, qui enchaîne les hommes mariés, on voit et les laisse en piteux état, on voit les têtes coupées des précédents. À gauche, elle lui saute dessus telle une bête de sexe, et on voit à droite, en bas, l'épouse de sans doute celui qu'elle est en train presque d'embrasser à pleine bouche, avec les enfants qui, eux, sont laissés à l'abandon. Là, vous avez une autre caricature qui est extrêmement parlante de Kobayashi Kiyoshi, qui s'appelle « Les possessions de la Moga ». Alors, ce dessin, il est intéressant parce qu'il s'inspire très vraisemblablement du caricaturiste allemand à peu près de la même époque, Georges Gross. On trouve la transparence des vêtements, enfin au niveau du coup de crayon, pas mal de similitudes. Cette caricature, elle détaille les possessions de la Moga, Moga-san no Mochimono. Et parmi elles, vous avez la liste qu'on voit ici. On va trouver par exemple
un dictionnaire d'anglais pour pouvoir prétendre être intelligente, je cite. Un gris-gris d'enfant, des lettres d'amour pour, je cite, se débarrasser d'un homme trop insistant, un aphrodisiaque, une bande pour se bander les seins, du chocolat, ça c'est la pâte un petit peu occidentale, une fausse carte de visite, là encore je cite, pour passer pour une jeune fille de bonne famille, un préservatif et une reconnaissance de mise en gage. Donc en plus, elle est dépensière, elle a des dettes. Ce qui fait qu'on va la trouver aussi, souvent, sous les traits d'une femme vénale qui peut vivre au crochet d'un homme, mais qui peut aussi monnayer ses charmes telle une prostituée. Et ce matérialisme de la Moga, dévoyé par la culture bourgeoise, consumériste, son appétence pour l'argent, sont dénigrés ou présentés par de nombreux dessinateurs. Vous l'aurez compris, il y a aussi parmi nombre des dessinateurs de cette époque-là des anarchistes et des marxistes qui vont, notamment pour ces derniers, beaucoup mettre l'accent sur cet aspect-là. Vous avez par exemple cette caricature de Yanase Masamu, scène d'amour entre la modern girl et son amoureux, le kare, et Yanase Masamu était une grande figure de la caricature prolétarienne, va proposer une critique féroce de la Moga en figurant à gauche un homme pantin qui est squelettique, qui est désarticulé, transformé en antenne et en haut-parleur de radio. Ah oui, parce que la NHK va commencer à produire des émissions de radio en 1925. Donc c'est aussi ce côté de la vie moderne avec les émissions de radio. Voilà. Et donc, on voit à droite une Moga qui est bien en chair, qui est en déshabillé, à moitié nue, qui soupèse d'une main une bourse pleine d'argent qui, autrement dit, lui compte fleurette uniquement pour le déposséder de son argent. Vous avez également dans nombre de caricatures le personnage du bourgeois d'âge mûr, souvent présenté comme un personnage obèse, veule, dont l'opulence va attirer de fraîches jeunes femmes, au premier chef la Moga, jeunes femmes qui vont lui servir de faire-valoir. Et c'est ce qu'on voit sur cette caricature de Yagihara Shoichi, qui s'appelle La promenade du bourgeois. Pourquoi ? Parce que à cette époque-là, on va trouver plein de nouvelles appellations de femmes modernes. On va avoir là quelque chose girl. Donc il y aura la modern girl, qui sera l'archétype à l'autre bout à l'un des extrêmes du continuum que j'évoquais tout à l'heure et à la gauche duquel on trouvera la bonne épouse et mère avisée. Mais on va aussi trouver la air girl, les premières hôtesses de l'air, la mannequin girl, donc la femme mannequin, et j'en passe. Et parmi celles-ci, l'une que l'on pourrait ici classifier aussi dans la catégorie modern girl, c'est ce qu'on appelait à l'époque une steaky girl. Donc une fille à la canne. Canne, ça vient de stick girl en anglais. Et alors ces filles étaient connues, c'était des jeunes filles, pour escorter contre rétribution un homme qui en avait les moyens dans ses promenades. Voilà. Alors là, vous voyez une steaky girl, Moga, en uniforme marin de lycéenne, déjà, qui se déhanche avec affaîtrie aux côtés de son client. Plus lapidaire encore, cette caricature de Togo Seiji, qui dit « Musume to sono chichi de wa arimasen ». Je traduis, ce ne sont pas des filles accompagnées de leur père.
Vu son âge, évidemment, cet homme pourrait aisément passer pour leur géniteur, mais comme le dit le titre de la caricature, eh bien, c'est non. Puisque le lecteur comprend ainsi que le caricaturiste, Togo, sous-entend ici que ces jeunes filles aux mœurs légères nouaient déjà des liens proches de ce que l'on nomme aujourd'hui dans la société japonaise des relations assistées, enjoko osai, qui consistent à monnayer quelques heures passées en compagnie d'un homme, souvent entre deux âges, contre de l'argent ou des cadeaux plus ou moins somptueux. Et parfois même, dans certaines caricatures, la moga, elle est clairement présentée sous les traits d'une prostituée. Alors là, je pensais que je serais trop longue, je n'en ai pas sélectionné, mais on voit des mogas / parfois serveuses de café qui sont présentées avec un corps absolument réifié et avec des titres de caricature ou des commentaires qui offrent la promesse d'un service érotique, eroservice, contre monnaie sonnante et trébuchante. Donc, vous l'aurez compris, c'est une image composite de la moga qui se dessine au travers de ces caricatures, qui va mêler images composites des attributs physiques et japonais et occidentaux, d'où cette hybridité, mais que va s'esquisser aussi et surtout derrière ces caricatures, en arrière-plan, une peinture de la société urbaine de l'époque qui va souvent se doubler d'une critique mordante de la philosophie et des mœurs de cette société moderne. Alors cette image composite que je viens de détailler, ces critiques-là, elles se retrouvent en très grande part dans les écrits qu'ont produits les contemporains de la moga sur elle, et que j'ai aussi assez longuement étudiés. Donc, on nous dépeint une femme insolite qui dénote physiquement par rapport à la japonaise dite, je mets de gros guillemets, traditionnelle, donc pour faire simple, cet autre archétype qui est née avec la modernité, qui est la bonne épouse et mère avisée. Et cette moga, c'est une femme libre, nihiliste, qui fascinait et qui perturbait, vous l'aurez compris, parce qu'elle bousculait les codes, l'ordre et la morale établie. Et elle sera fréquemment dépeinte comme envisageant l'espace public comme un lieu où elle était pleinement actrice de sa vie et où elle pouvait laisser sans retenue cours à ses désirs tout en suscitant le désir. Alors évidemment, les caricatures, celles que je vous ai montrées, s'adressaient beaucoup à un public d'hommes. Il est donc naturel qu'elles soient dépeintes sous cette forme-là. Mais pas que des hommes, parce que ces caricatures-là, elles seront en couverture de Tokyo Pak, par exemple, un magazine de caricature grand public, mais aussi dans des grands quotidiens qui existent toujours aujourd'hui, dans le Yomiuri Shimbun ou ces suppléments du week-end, par exemple. Vous voyez ? Donc, le Japon entier va pouvoir avoir accès à ce type d'images. Et un des problèmes qui va se poser, pour revenir à la question de la femme, qui va faire beaucoup discuter, puisque c'était un problème nouveau qui surgit avec la modernité, eh bien dans ce qui va poser problème par rapport à la moga, vous l'aurez compris, c'est qu'elle était trop libre, dangereusement proche des hommes, et là était tout le problème. Elle n'était ni maintenue dans un cadre de mariage marital, et elle n'était pas bridée. Et dans le même temps, elle était une femme pleinement actrice de sa vie, c'est ainsi qu'elle est dépeinte, mais elle était aussi un objet de la concupiscence des hommes, susceptible d'engendrer des fortes réponses pulsionnelles. Donc son image, elle va osciller, si vous voulez, dans la représentation fantasmée que la société de ce temps-là avait d'elle, entre celle d'une femme moderne, assumée à l'européenne, mais aussi parfois consommatrice, bourgeoise, mais aussi parfois la prostituée de rue. Il y avait vraiment une ambivalence, une fascination et une gêne
qu'elle occasionnait à la fois. Ce qui est intéressant aussi dans les caricatures, c'est que perce dans ces caricatures aussi, on l'aura bien vu, une forme de réquisitoire d'inspiration marxiste qui va dénoncer un corps chosifié, marchandisé, symbole de la décadence du capitalisme. Et là, on va voir une accusation intéressante parce qu'on y voit une convergence dans la critique d'intérêts capitalistes et patriarcaux dans la création de cette féminité moderne là. J'aimerais terminer avec une mise en garde par rapport à ces années folles qu'ont été ces années modernes. Je vous ai montré et parlé une vie flamboyante, gaie, insouciante. Mais il ne faut pas oublier que cette période-là, elle recelait aussi et surtout, et ça se voit moins, des rapports de force, des contradictions, des antagonismes qui ont pu voir le jour pendant cette période-là. Parce que si le modernisme japonais a fait flotter dans l'air l'esprit d'une nouvelle ère, comme on disait, festif, joyeux, décadent même parfois, qui n'est pas sans rappeler les années folles qu'on a pu connaître, enfin moi je n'étais pas née, mais à Paris, dans le même temps. Cette période-là, elle n'en a pas été moins traversée par des courants contraires, plus traditionnalistes, réactionnaires, qui à terme, ne l'oublions pas, vont faire basculer le Japon dans l'ultranationalisme, le militarisme et la guerre. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi visible dans la caricature de mœurs figurant la moga. Vous avez deux exemples ici. Une caricature de Shimazaki Osuke qui présente la mode internationale d'automne. Et vous voyez bien que cette jeune femme, une moga, femme fatale, eh bien, elle a beau avoir l'air décadente, on est en 1933 ici, eh bien, elle porte aussi une robe avec comme motif principal des têtes de mort et elle tient un sabre. On a l'impression qu'elle porte un casque également. Vous avez un autre exemple dans la caricature de droite d'Ono Saseo qui s'appelle Big Parade, la grande parade, où vous voyez des motifs de ces années folles. Vous voyez une moga, par exemple, ici, ou une danseuse de cabaret, peut-être. Mais vous voyez des motifs festifs, vous voyez une moga et un mobo. Mais vous voyez aussi des motifs militaires et une foule plus sombre, où on voit se profiler vraiment les affres de la guerre. Parce que il faut savoir aussi qu'à partir du tout début des années 1930, il y aura une autre expression, un autre mot qui sera aussi en vogue, tout comme le terme modane. Cet autre terme, ce sera hijoji, période, temps de crise. Pourquoi ? Parce que à la faveur de la montée du militarisme, de l'ultranationalisme qui va préfigurer la marche vers la guerre, eh bien, les autorités japonaises vont adopter à peu près à partir de 1925 une politique de contrôle des mœurs qui va cibler aussi parfois le modernisme japonais. Alors, on va continuer à avoir des caricatures jusqu'au tout début des années 40 et ensuite, peu à peu, ces motifs festifs et l'image de la moga va peu à peu s'estomper parce que ce qui sera important, ce sera l'effort de guerre. N'oublions pas que l'incident mandchou de 1931, même qui se passe sur le continent asiatique, va marquer ce que les Japonais appellent la guerre de 15 ans, Jugonen Senso, qui va impliquer une succession de conflits en Asie impliquant le Japon jusqu'en 1945, ce qui fait que
à partir de ces années 30, au sein du pays même, au Japon, la répression va s'intensifier, et notamment après 1931. Et les dirigeants japonais vont commencer à imposer alors peu à peu une espèce de retour à la, je mets toujours des guillemets, tradition. Tradition évidemment en vertu de laquelle cette moga va détonner de plus en plus, tandis que la figure de la bonne épouse et mère avisée, mis en avant dans le discours officiel depuis les années 1886, va de plus en plus fortement prendre de la place et dans le paysage public japonais. Voilà ce que je voulais, grosso modo, vous dire ce soir. Merci. S'il nous reste du temps... On a l'impression, madame, que de ce que vous montrez, que le mouvement la vérité quand même jusqu'à l'extrême de ce qu'on a connu en Allemagne ou en France, où vraiment, là, elles veulent rester des femmes, c'est ça. Tandis que le vrai mouvement de la garçonne, elle voulait devenir des hommes. Alors, il y a des ambiguïtés là-dessus que je n'aurai pas le temps de détailler beaucoup. Une première chose par rapport à ce que vous dites, c'est que l'image de la garçonne en pantalon, on va peu la voir. Ça existait, mais on va plutôt la voir habillée de vêtements féminins. Il y en avait, il y avait par exemple ça pouvait être lié à des activités sportives, à des modes, mais la garçonne japonaise habillée en homme est un tabou. On est trop près, semble-t-il, à l'époque de ce qu'on appellerait vulgairement la butch, donc la lesbienne masculine. Pareil, dans tous les écrits que j'ai pu compulser sur la moga, on critique sa sexualité débridée, mais uniquement avec des hommes. Ouais. Le lesbianisme, semble-t-il, était un tabou. Et chose curieuse, personne ne va la critiquer pour ça. Absolument. 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 Mais là, je pense, et c'est l'explication, j'ai écrit là-dessus pour mon habilitation à diriger des recherches, je pense qu'en fait, mon opinion, c'est qu'en fait, la moga, on l'a jusqu'à présent, et la recherche jusqu'à présent l'a beaucoup mis en contradiction avec la bonne épouse et mère avisée. Donc au bout d'un continuum, bonne épouse et mère avisée, moga, comme deux extrêmes. Moi, je ne le pense pas comme ça. Parce qu'on a quand même cette moga, elle a été très très utile dans cette économie consumériste capitaliste pour vendre y compris à la bonne ménagère sage japonaise. Donc, et les autorités, enfin les tenants, la droite, les intellectuels de droite n'ont pas prononcé un mot critique sur la moga, ce qui est très intéressant. Je pense que probablement oui, mais pas que. Parce que la gauche et les féministes l'ont beaucoup critiqué, ouvertement. Je pense que la droite ne l'a pas critiqué parce que justement, ça n'était une femme de salariman pouvait très bien aussi se vêtir et se maquiller comme une moga. Et avoir une vie, par ailleurs, entre guillemets, respectable aux côtés de son mari. Et l'attaquer de front aurait été attaquer aussi peut-être des femmes plus respectables appartenant à la classe moyenne. Dans un système consumériste où il y avait beaucoup d'argent qui était dégagé par l'image de la moga, par exemple dans la publicité. Vous voyez ? Donc je pense que ces deux archétypes modernes de la femme n'étaient pas, à mon sens, si opposés que cela. Et peut-être que c'est pour ça que les élites plutôt à droite l'ont laissée de côté. Puis en même temps, elle n'a eu aucun message public en dehors de son apparence physique politique.
Elle était moins dangereuse, autrement dit, aux yeux des élites gouvernementales que par exemple, une femme socialiste à cette époque-là, ou marxiste. La Moga, maintenant, elle remonte à il y a 100 ans. Et donc, est-ce que dans la société d'aujourd'hui, il y a des traces de la Moga? Alors, il y a des traces de la Moga sous la forme d'images. Il y a aussi des groupes de jeunes ou moins jeunes japonaises qui ont pu, de manière anecdotique, se recréer un personnage fictif de Moga et j'ai pu voir ça sur Internet, se vêtir à la mode, à la façon de la Moga, voilà. Mais il faut savoir que la Moga elle-même n'a pas laissé de traces. C'est son image qu'il nous reste. Et on a l'impression qu'elle est partout dans ces années modernes, justement parce que son image est prégnante partout. Alors que une très grande partie des femmes japonaises n'étaient pas des mokas à cette époque-là, y compris dans la ville, dans une ville comme Tokyo. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Aurait-elle existé sans la publicité? Parce qu'il semble que la publicité est une grande forme de... Et Hollywood. Et Hollywood, oui. Donc, elle aurait très certainement existé de manière moins foisonnante, sans ces nouveaux modes de transmission de l'information, c'est sûr. Il faut pas oublier aussi que même dans les magazines pour ménagères, l'ami de la ménagère Shufunotomo, par exemple, qui se vendait jusque dans les campagnes par abonnement, eh bien, il y avait à la fois des articles qui expliquaient comment être une bonne ménagère, des cours de cuisine, mais il y avait aussi partout des photos de Moga où on apprenait pour attirer un petit peu un lectorat vaste. Donc, même dans les campagnes reculées, par des biais de ce type-là, par le cinéma, il y avait des compagnies de films qui étaient ambulantes. Eh bien, donc, le phénomène de la modernité de la ville, le côté moderne, était connu et fascinait. Oui, je voulais savoir, puisqu'elles étaient, on les a en tout cas opposées aux traditions, à l'épouse modèle, etc. Est-ce qu'il y avait des liens entre les mogas et les geishas? Non. C'était vraiment deux mondes complètement distincts. La seule chose que je verrais, c'est des liens, dans certains cas, au travers des serveuses de café qui, dans des cafés très huppés, d'abord la serveuse de café, tout au début, elle est en kimono, et peu à peu, on va la faire, certains patrons de café vont les faire s'habiller en robe à l'occidentale, le costume un peu de la serveuse de café avec un petit tablier blanc, voilà, donc une femme vêtue avec des vêtements occidentaux, et puis évidemment, ça va donner un petit air de Moga à certaines, et pour peu que certaines se soient coupées les cheveux et maquillées de la même manière, on va avoir là une conjonction entre ces deux types de femmes. Alors la serveuse de café pouvait parfois arrondir aussi ses fins de mois en retrouvant un client une fois son service au café terminé, pour passer la nuit avec lui contre rétribution. Mais le monde des geishas, non. Là, on est dans un monde, un autre monde. Merci pour cette conférence. Tout à l'heure, vous avez dit que les féministes pouvaient critiquer la Moga. Mais à mon sens, même si elle a une sexualité débridée, elle fait quand même partie de ce mouvement d'émancipation et de renouvellement de l'image de la femme comme on l'entend à cette époque au Japon.
Absolument, vous avez raison d'émettre cette remarque. Et je pense qu'à sa manière, la Moga, il fallait, voilà, c'était pas forcément, c'était audacieux pour le moins, hein, de couper ses cheveux et de s'afficher de manière aussi visible aux yeux de tous. Mais les féministes l'ont très âprement critiquée parce que justement, elle n'avait pas de message plus politique que cela, juste se couper les cheveux. Elles les ont critiquées comme des consommatrices futiles, n'apportant pas plus de messages politiques à ce qu'elles étaient. Absolument pas. Absolument pas. Alors, il y a eu un mouvement de suffragettes au Japon aussi, mais qui n'avait... les Mogas dans leur ensemble n'ont pas été des féministes, hein, en tout cas au sens de suffragettes ou de femmes se battant politiquement pour l'émancipation féminine ou pour aller vers une espèce d'égalité des droits. Elles incarnaient, elles choisissaient un mode de vie qui les présentait quasiment comme des égales d'hommes, mais elles n'ont pas eu de message politique. Et ça, les féministes ne l'ont pas laissé passer. Hein. Et puis ce consumérisme de la bourgeoise capitaliste frivole, ça aussi... Hein, donc vous avez même une féministe, Hiratsuka Raicho, qui parle de fausses Moga et de vraie Moga, mais une vraie Moga qu'elle appelait de ses voeux et qu'elle ne voyait pas encore arriver. Qu'est-ce qui est arrivé ? Ah oui, bien sûr, vous avez eu, avant même la Moga, vous avez eu par exemple une société de femmes qui s'appelait Seito, les Bas Bleus, qui a été fondée notamment par cette féministe que je viens d'évoquer, Hiratsuka Raicho, et qui a publié une revue éponyme entre 1911 et 1916, qui s'appelait donc Les Bas Bleus, où s'exprimaient des femmes qui souhaitaient œuvrer de manière littéraire pour donner une place plus grande aux femmes. Alors elles n'ont pas laissé de grandes avancées politiquement parlant féministes, mais et vous avez eu des suffragettes aussi, notamment dans les années 20 aussi. Mais la Moga, elle ne s'est pas beaucoup illustrée dans ces domaines-là, semble-t-il. S'il vous plaît, et pouvez-vous repréciser les milieux dans lesquels on trouvait des Mogas, et ont-elles eu des liens avec les milieux artistiques, la danse, le spectacle, etc. Alors la Moga, c'est une figure floue, personne ne la définit clairement. Qu'est-ce qui la définit ? C'est les cheveux coupés courts, c'est un maquillage voyant, hein, du fard à joues rouges, un maquillage, les yeux très maquillés, cette bouche écarlate, le kimono pas très conventionnel, ou alors, plus souvent encore, des vêtements occidentaux. Hein, voilà ce qui définit avant tout la Moga. Mais moi, j'ai pu trouver dans les représentations ou les écrits sur la Moga, j'ai pu y lire que certains voyaient dans des serveuses de café parfois des Mogas. Des Mogas, ça pouvait être aussi une femme mannequin. Ça pouvait être une actrice de cinéma. Ça pouvait être une danseuse de cabaret. Ça pouvait être... tous ces femmes un petit peu nouvelles qui vont avoir et une apparence et une vie un peu plus émancipée que la femme traditionnelle. Bon, l'époque moderne, on a réinventé une tradition, hein, mais voilà. Donc en fait,
C'est un personnage flou qui a été bien pratique, hein, puisque le fait d'avoir une espèce d'archétype visuel comme ça et de dire voilà, c'est une Moga, on pu s'y glisser des femmes de ce type-là parmi elles. Et parfois aussi, je pense, une femme épouse et bonne épouse et sans doute mère avisée dans un certain nombre de cas d'un salariman appartenant à la classe moyenne. Et je pense que c'est pour ça que les élites au pouvoir ont oublié la Moga dans leurs écrits. Quand il s'agissait de la critiquer. Parce que la plupart des écrits sur elle, il y a eu des écrits qui vont décrire positivement cette femme, mais il y en a peu. En proportion, les écrits que l'on a sur elle sont plus critiques. En tout cas, dans les essais que l'on trouve sur elle. Mais la ménagère va... Enfin, la femme de la classe moyenne va aussi fréquenter les mêmes lieux. Elle va s'acheter du rouge à lèvres. Pardon, je donne une marque, pour une marque célèbre, puisque de cosmétiques que vous avez pu, voilà. Donc une femme entre guillemets bien sous tout rapport pouvait aussi, à ses heures, ressembler à une Moga. Mais milieu artistique, oui, bien sûr, il y a eu aussi des femmes dans le milieu artistique. Écrivain, oui, pour certaines d'entre eux, oui. La femme du premier caricaturiste, Okamoto Ippei, avait absolument une mise de Moga. Et Okamoto Ippei est parti en voyage en Europe avec sa femme et leur fils et l'amant de sa femme dans la valise. Si vous me permettez ce trait d'humour. Et Okamoto l'a caricaturé en Moga, d'ailleurs. Je crois qu'il faut s'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.